Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce 5e webinaire du cycle 2023 de la plateforme L'innovation territoriale en action. Le thème du jour, c'est collectivités et catalyseurs, ensemble accompagnant les projets de territoire. Alors, un petit rappel pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, qu'est-ce que cette plateforme L'innovation territoriale en action? C'est d'abord un lieu repère pour tous les acteurs de terrain qui ont à un moment donné envie de comprendre, voire d'expérimenter des démarches d'apprenantes de coopération. Alors, qu'est-ce que vous y retrouvez dans cette plateforme? Vous y retrouvez un certain nombre d'outils, de parcours, 7 parcours pour comprendre et agir en territoire. Vous allez avoir aussi les 7 thématiques qui permettent de comprendre ce qu'est l'innovation territoriale avec des méthodes, des outils et puis des webinaires bien sûr. La possibilité de voir quels sont les profils de vos régions respectives avec des dynamiques territoriales qui sont issues des études de l'Observatoire des partenariats. Le lien, bien sûr, avec le site des catalyseurs territoriaux, vous les retrouvez tous en France. Et puis des ressources complémentaires avec l'accès à la plateforme de capitalisation ODD17 en pratique.org pour tous ceux qui sont intéressés par l'ODD17 et d'autres ressources institutionnelles. Alors, cette plateforme, elle anime un cycle de webinaires. Et cette année, donc 2023, le thème, c'est accompagner les projets de territoire vers les transitions, où l'objectif, ça a été tout au long de l'année, de voir comment les différents profils d'acteurs locaux se mobilisent au service des projets de territoire et comment ils font le lien avec les catalyseurs qui sont à leur côté. On a vu les entreprises, les acteurs académiques, les associations, les citoyens, et aujourd'hui, on va voir comment ces collectivités s'engagent, comment elles co-construisent avec les autres acteurs du territoire, quels sont leurs liens pour répondre collectivement à leurs enjeux locaux. Alors, pour aborder ce sujet, on va avoir 4 temps principaux. Le premier avec l'Observatoire des partenariats qui va nous rappeler et nous préciser quelles sont les dynamiques d'engagement de ces collectivités. Ensuite, on a la chance de pouvoir avoir un regard croisé sur cet engagement avec à la fois, d'une part, l'ANPP territoire de projet qui nous expliquera quels sont les enjeux de coopération pour les collectivités et une illustration avec toutes les actions qui sont mises en place dans le territoire de Briançon avec le PETR du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras. J'y suis arrivée. Et enfin, un retour d'expérience en territoire ultramarin, puisqu'on a avec nous également la fondation du service militaire adapté. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Charles Benoît Sic, président fondateur du Rameau, cofondateur de l'Observatoire des partenariats, qui va nous dire quelles sont ces fameuses dynamiques d'engagement des collectivités. Merci Elodie, bonjour à toutes et à tous. Très heureux effectivement de vous présenter ce qu'a pu observer l'Observatoire des partenariats. Peut-être pour se souvenir, l'Observatoire des partenariats a été cofondé par la Caisse des dépôts et le Rameau en 2008, en partenariat avec le mouvement associatif et le MEDEF, pour suivre de façon attentive la façon dont nos concitoyens, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants associatifs voient les fragilités de leur territoire, se posent la question de comment faire alliance pour y répondre, et troisième question, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes pour y répondre. Le troisième plan quinquennal 2018-2022 avait pour objectif de qualifier, mesurer et illustrer très concrètement les impacts du faire alliance en termes de performance, d'innovation et de confiance. Au-delà des études statistiques, des 21 études statistiques et des 1000 exemples inspirants, on a découlé un certain nombre d'outils très concrets pour les territoires, et je voudrais notamment mettre en valeur les fiches repères de l'Observatoire qui sont aussi mises en valeur dans le jeudi ODD17 que vous recevrez aujourd'hui. Si vous y êtes abonné, si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez aller sur odd17.org et tout ce que je viens de vous dire, vous l'aurez en direct sur cette plateforme. Que sont ces fiches repères? Ce sont des fiches repères par territoire, par acteur et par domaine d'action. Et particulièrement, bien évidemment, puisqu'on est en train de parler des collectivités, je vous invite à regarder avec attention la fiche repère des collectivités territoriales, comment les collectivités territoriales qui avaient été questionnées juste au moment du début de leur mandat se positionnent sur ce faire alliance. Et à l'époque, en 2020, la question est très claire, c'est 64% des maires souhaitent mettre en œuvre le jouet collectif durant leur mandat, mais ils reconnaissent ne pas savoir comment faire. Et donc, toute la question est du comment faire. Le deuxième élément que vous retrouverez, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir pas seulement par acteur, mais aussi par territoire, c'est toutes les dynamiques de coopération sur nos régions. Malheureusement, jusqu'à présent, simplement nos 13 régions métropolitaines, et merci à Guillaume d'incarner nos territoires ultramarins, ça c'est
vraiment une ambition de l'Observatoire de pouvoir avoir les mêmes données, la même précision des données au niveau des territoires ultramarins. Mais aujourd'hui, sur les 13 régions métropolitaines, vous pouvez connaître non seulement le profil des fragilités de ces 13 régions, mais surtout, et peut-être encore plus, les dynamiques d'alliance qui s'y produisent. Parce qu'on ne fait pas alliance de la même façon à Lille, Bressuire et Langres, et bien évidemment en Occitanie et en France. Et si on ne comprend pas que la démarche n'est pas la même, eh bien, on peut finalement avoir tendance à vouloir faire une solution universelle toute France qui serait un total contresens par rapport à ce que vivent nos collectivités territoriales. Et je pense notamment aux petites et moyennes collectivités territoriales de France, ce qui représente la plus grande totalité, bien évidemment, majorité, de nos 34 800 communes. Alors, fort de cela, le comment faire a été bien évidemment tout un travail qui a été investigué, notamment avec nos amis de l'ANPP Territoire de Projet. Je pense que Michael y reviendra très largement pour pouvoir mettre en avant la spécificité des ingénieries. Et au-delà de la fiche acteur collectivité territoriale dont je parlais à l'instant, vous avez aussi une fiche acteur sur les dynamiques d'engagement des ingénieries. Et pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que pour répondre au premier kilomètre des besoins, pas celui du dernier kilomètre des solutions qui viennent du national, mais bien pour répondre à la transversalité du premier kilomètre des besoins que les acteurs locaux définissent eux-mêmes, eh bien, nous avons vu la complémentarité entre trois formes d'ingénierie, bien évidemment, que vous connaissez bien pour suivre ces webinaires: l'ingénierie publique, l'ingénierie du management de projet, notamment du projet d'innovation territoriale, et puis la catalyse territoriale. Très important de comprendre finalement la complémentarité, les jeux d'acteurs, les différentes fonctions que l'on peut retrouver dans chacune de ces trois ingénieries, et au-delà de la qualité de l'action de chacune, comment on va vers une interaction entre ces trois formes d'ingénierie qui sont parfaitement complémentaires. Dernier point que je voulais soulever par rapport à l'Observatoire des partenariats, c'est que l'Observatoire des partenariats est bien évidemment partenaire de démarches innovantes pour pouvoir soutenir ce premier kilomètre des besoins en territoire, et particulièrement dans ce programme actuel sur les petits et moyens territoires, avec trois démarches dont on voulait souligner la pertinence et la complémentarité. D'abord, sur la question de la complémentarité des compétences, la qualification du rôle des catalyseurs territoriaux au service des projets territoires, la capacité aussi à savoir comment les chefs de projet innovation territoriale qui sont au sein des collectivités se positionnent. Et ça, c'est tous les travaux que nous menons, notamment avec la chaire Interaction d'AgroParisTech. Vous avez peut-être vu la note qui a été publiée la semaine dernière, justement, sur compétences en territoire, avec un point d'interrogation pour montrer la diversité des compétences qui aujourd'hui sont mobilisées par les acteurs des territoires. Le deuxième élément après les compétences, ce sont bien évidemment les financements de cette ingénierie. Et je tiens à souligner le travail du fonds ODD17 qui est spécialisé depuis 3 ans sur le financement de l'ingénierie d'alliance de ce premier kilomètre des besoins, et à spécifier que, en présence du président de l'ADEME et de la ministre de la Jeunesse et de la Vie associative, le 18 octobre prochain, au Forum national des associations et des fondations, un réengagement sera fait par la Fondation des territoires, la Fondation GRDF et le Rameau pour pouvoir continuer ce financement du premier kilomètre des besoins. On en a plus que jamais besoin et c'est indispensable. Et la troisième expérimentation et démarche innovante dont l'Observatoire est partenaire, c'est bien évidemment toute la valorisation de ce qui se passe au sein des collectivités territoriales elles-mêmes à travers le programme Chef de projet innovation territoriale qui a été mené depuis 5 ans et dont nous sommes actuellement en phase d'expérimentation collective autour de 12 territoires qui incarnent la diversité de cette capacité de nos petits et moyens territoires d'inventer en permanence des solutions qui répondent à nos défis d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'opposer le cadre international de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable avec une action territoriale. Il s'agit au contraire de montrer comment cette action territoriale, cette innovation territoriale, elle est au service de nos défis communs. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui grâce aux femmes et aux hommes de nos territoires dont l'Observatoire des partenariats tient à souligner la qualité de l'engagement au quotidien.
Merci Charles Benoît. Alors sur ce dernier point, sur cette fameuse capacité de mobilisation des acteurs territoriaux par les collectivités, c'est ce qu'on aimerait, on vous propose d'illustrer au travers d'un regard croisé. Donc ce regard croisé, il est donc deux acteurs très complémentaires, avec d'une part le témoignage de la NPP Territoire de projet qui regroupe donc des associations, des élus et des agents, et qui va nous expliquer quel est l'enjeu ou les enjeux de coopération pour les collectivités. Et on aura un autre regard complémentaire, celui du PETR, du Briançonnais, du Kera et du Liès-3, excusez-moi pour l'inversion, qui va illustrer ces pratiques et notamment qui va exprimer comment une collectivité ou des collectivités coopèrent sur leur territoire. Donc deux témoignages qui vont permettre à la fois d'exposer les enjeux des collectivités en termes de coopération et de valoriser aussi ce qu'elles font déjà au quotidien. Alors pour introduire le sujet, je laisse Mickaël Ressier, qui est directeur de la NPP Territoire de projet, nous expliquer quels sont ces enjeux ou cet enjeu de coopération. Merci Elodie et merci au Catalyseur de nous solliciter pour ces travaux, et on vous remercie parce que du coup de grande qualité. Tu l'as mentionné, ANPP Territoire de projet, c'est 268 territoires sur l'ensemble du territoire national, soit 62% de la superficie nationale et 47% de la population, donc plutôt en milieu rural. Mais dans notre ADN, en fait, la question des coopérations est pleinement intégrée dans la mesure où en fait il y a ces coopérations donc interterritoriales, donc du coup entre plusieurs communes, collectivités, notamment les EPCI, mais également tous les autres acteurs qui font territoire. Et donc du coup en fait on est en train de réfléchir sur la publication qui va avoir lieu au mois de novembre, fin novembre, à l'occasion du Salon des maires, et nous avons en fait prolongé les réflexions qu'on a pu avoir en fait avec la publication d'un Vademecum sur la question justement des coopérations. Ce Vademecum fera suite en fait à deux précédents, un sur la notion de projet de territoire, donc je m'inscris en tout point avec ce qu'a décrit Charles Benoît juste avant, et un second l'année dernière sur la question de l'ingénierie du développement local et des transitions, ingénierie indispensable en fait, ingénierie d'animation, de mise en cohérence des politiques publiques et une ingénierie financière dont on a besoin de manière impérieuse, c'est un terme à la mode, pour pouvoir en fait faire aboutir les projets. Donc du coup, dans la continuité de cette réflexion, la question des coopérations, alors on s'est adossé évidemment au proverbe très connu que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, qui traduit bien que la coopération est des conditions en fait de la réussite. Et en fait, des réussites, on en a besoin, notamment pour répondre aux enjeux auxquels nous sommes exposés, que ce soit en termes énergétiques, en termes de gestion de l'eau, en termes de cohésion territoriale, de mobilité, écologie, l'alimentation, numérique, foncier, auquel je pense là de suite. Mais en fait, on a besoin de faire corps justement pour pouvoir en fait répondre à ces enjeux. Donc les coopérations, on traduira dans le Vademecum, se traduit de plusieurs manières. En fait, on a des coopérations, je l'évoquais, en fait interterritoriales. Il y a des coopérations urbain-rural, mais également rural-rural. Il y a des coopérations publiques-privées, il y a des coopérations transfrontalières entre ingénieries, et ça, ce sera très bien expliqué par ma collègue en fait du PETR, Grand Briançonnais, Écrin, Guillescroix, Quieras, peut-être, si je passe. Donc, du coup, en fait, ce qu'on a essayé de traduire, c'est en fait comment créer un environnement coopératif. Donc, évidemment, c'est la question de l'anticipation, des questions de solidarité entre territoires, le fait d'instaurer une confiance également entre les différents partenaires, les questions de mutualisation, de rationalisation, d'efficacité. Donc, du coup, tous ces enjeux qui nous imposent, en tout cas, quelque part, de créer cet environnement coopératif. Avec qui les déployer ces coopérations? Je vous l'ai évoqué juste avant, évidemment avec le privé, parce que sans le privé, on n'avance pas. Avec le public, naturellement, sur de l'interterritorial, avec ses voisins infra, avec ses voisins également au-delà des frontières, le transfrontalier. La coopération leader, par exemple, l'illustre bien, mais également entre ingénierie, qui est évidemment indispensable. Cette coopération en pratique, en fait, ça relève de plusieurs sujets. Il y a la question de prendre le temps, en fait, de coopérer, le fait d'avoir envie, de créer un cadre propice, le fait d'inscrire, en fait, cette coopération dans une régularité, une sorte de constance qui permette justement à tous les acteurs de se connaître et de pouvoir, en fait, ensuite travailler ensemble. Donc, c'est une acculturation, mais c'est aussi, en fait, de la pédagogie, en fait. On change de logiciel par rapport à ce qu'on connaissait.
Et les outils de la coopération, donc du coup, ce sera le quatrième point qu'on évoquera dans cette publication, qui sera en fait le fait de l'importance de l'interterritorialité, le fait de pouvoir créer des cadres en fait qui ne soient pas forcément contraignants, mais qui en fait inscrivent toute une dynamique en fait dans ce désir de coopération. Et toujours sur la base d'un projet de territoire, je le rappelle, stratégique, intégré, partagé, donc stratégique, vision à long terme, 20, 30 ans, voire 50 ans pour certains, intégré, notion de coopération justement, et partagé avec tous les acteurs et notamment les collectifs d'habitants. Il me reste 1 minute pile poil pour vous parler en fait d'une très belle coopération là qui est en train de naître, dont l'aboutissement en fait, la création d'un PETR des Hauts de la Réunion. Alors les Hauts de la Réunion, pour ceux qui connaissent, en fait c'est quasiment c'est 75% du territoire en fait de l'île, mais c'est 25% de la population. Donc il y a un contexte en fait assez tendu sur ce territoire, avec des atouts patrimoniaux considérables, en fait une dynamique et une qualité patrimoniale très très important. Néanmoins, en fait, avec un taux de chômage très marqué, en fait, le chiffre c'était 55% de bénéficiaires du RSA, le retrait des services publics qu'on connaît un peu, sur l'ensemble du territoire national, et tout ça avec un renforcement d'un sentiment d'abandon en fait des pouvoirs publics. Donc du coup en fait il y a 3 présidents d'Interco qui ont décidé d'unir en fait leurs forces pour justement essayer d'inverser la tendance en créant donc un pôle territorial qui un PETR, pôle d'équilibre territorial et rural des Hauts de la Réunion, et qui va être amené à travailler sur 3 axes qui ont été identifiés comme prioritaires, à savoir d'une part la transition écologique. Comme vous le savez, les Outre-mer sont frappés de plein fouet en fait par le réchauffement climatique. Donc ils vont être amenés à travailler sur la question de la biodiversité, de la valorisation du patrimoine ou de la lutte des espèces exotiques envahissantes, qui est un gros sujet chez eux. Un deuxième axe qui sera sur les services à la population et plus précisément le maintien des services publics sur ce territoire, et un troisième axe sur l'attractivité économique en soutenant justement l'installation d'entreprises sur le territoire. J'arrive à mes 7 minutes, donc n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez, avec plaisir. Merci Mickaël. Peut-être juste de dire qu'au-delà de la publication lors du Congrès des maires, comment on fait pour ensuite le consulter, ce futur Vademecum ou les Alors, autres nous l'illustrerons, et en fait, bien évidemment, vous en serez destinataire, le rameau. En fait, c'est à l'occasion donc du coup du Salon des maires où notre présidente Josiane Corneloup interviendra sur une table ronde dédiée au sujet des coopérations, et donc c'est le 22 à 14h. Et donc en fait, nous nous empresserons de vous l'adresser, chère Élodie, dès que ce sera officiel. Avec plaisir, comme ça on pourra le diffuser à tous ceux qui sont intéressés, notamment dans le cadre de ce webinaire. Alors, ça fait le lien aussi avec l'intervention, non pas de Daphné Khalifa, qui est directrice du PETR, parce qu'elle a eu un empêchement, mais par Marine Scarpari, qui est chef de projet transition écologique, justement, qui va nous expliquer quelles sont toutes les actions qui sont menées par le PETR pour illustrer tous tes propos, Mickaël. Marine, c'est à vous. Merci Élodie. Oui, effectivement, je souhaitais excuser ma directrice qui a été retenue par ailleurs et qui m'a demandé donc de faire cette présentation. Je travaille au PETR du Briançonnais, des Écrins et du Guillestrois-Queyras. Je le répète parce qu'effectivement, c'est un peu plus long à dire. Donc, c'est un PETR qui est situé dans la région sud, tout au nord du département des Hautes-Alpes. C'est un territoire qui est constitué de 3 communautés de communes, 36 communes pour un total d'environ 35 000 habitants. Donc c'est un territoire rural et de montagne qui a dans son ADN cette volonté de coopération et de travailler ensemble. De par son histoire, tout d'abord, puisqu'il faut savoir qu'en 1343, plusieurs vallées, dont le Briançonnais et les Queyras, ont décidé de travailler ensemble au travers d'une signature de la charte des Escartons, donc pour se soutenir mutuellement et défendre leur liberté et leurs intérêts économiques. Donc c'est vraiment dans l'ADN de ce territoire. D'ailleurs,
Notre président du PETR, Pierre Leroy, l'a rappelé lorsqu'il a été élu président en disant que nos prédécesseurs ont fait le choix de travailler ensemble il y a 650 ans. Est-ce que nous serons en capacité de faire de même aujourd'hui? Donc la réponse apportée, c'est aussi de par la construction du PETR qui est issue, qui a été fondée en 2004 et issue de la volonté de 3 EPCI, des 3 EPCI qui composent le territoire, de travailler ensemble. Pour rappel, il n'y a aucune obligation réglementaire d'avoir un PETR, contrairement à une communauté de communes ou à une commune. Donc c'est réellement une volonté des EPCI de travailler ensemble sur ces questions-là. Et donc pour la construction de notre action, il y a eu un travail entre les EPCI pour définir un projet de territoire. Donc c'est là où souhaite aller le projet commun porté par les différentes communautés de communes, et notamment définir les actions qui seraient portées par le PETR, définir les missions qui sont données au PETR pour éviter d'avoir une redondance avec les missions qui sont par ailleurs portées par les communautés de communes. Donc c'est vraiment cette idée de travailler ensemble et d'avancer ensemble, mais ne pas avoir de redondance sur les actions qui sont menées. Donc on est une équipe d'ingénierie au service du territoire, et c'est vraiment important pour le PETR de le préciser. Notre équipe d'ingénierie, elle est vraiment là pour impulser, pour animer, pour accompagner les actions du territoire et faire en sorte effectivement de faire émerger des liens entre les différents acteurs du territoire. Donc c'est aussi une coopération de par notre méthode de travail. Donc là, à la fois entre les collectivités, entre les communautés de communes notamment. Donc je voulais vous présenter un programme qui est porté par le PETR, donc le contrat d'objectif territorial, qui est un contrat qui a été passé avec l'ADEME. Donc qui repose sur un programme territoire engagé transition écologique. Donc l'ADEME nous apporte une méthodologie pour permettre de dynamiser et de structurer les collectivités, donc les comités de communes, sur les questions de transition écologique. Donc cet apport de méthodologie, il permet à la fois d'avoir un bilan global et exhaustif de ce que fait chaque collectivité en son sein, d'essayer de décloisonner les services, donc d'avoir une coopération entre les services, mais également de mettre en lumière les atouts, les forces de chaque communauté de communes pour permettre un échange entre les communautés de communes sur les actions qu'elles mènent en interne. On a notamment un atelier qui revient tous les ans sur les déchets, où on propose à toutes les communautés de communes de venir se présenter et présenter les actions qu'elles ont menées sur l'année passée et les actions qu'elles comptent mener sur la prochaine année, ce qui permet d'avoir un échange, d'avoir effectivement un lien entre communautés de communes et avoir des petites astuces de chaque communauté de communes, de savoir comment avancer sur ces questions-là. Et donc, alors voilà, on a vraiment une coopération entre les collectivités qui composent le territoire, mais également avec les acteurs du territoire. Donc, je voulais vous présenter également un autre programme qui est porté par le PETR. C'est le programme Avenir Montagne, donc qui vise à atteindre un tourisme plus durable, notamment en se reposant sur le tourisme de la connaissance, un tourisme scientifique. Et donc, pour cela, on a eu en partenariat avec le Réseau Nature Sciences Environnement, une journée sur le 7 avril 2023, donc une journée de prospective sur la valorisation du patrimoine, donc à la fois du patrimoine ciel étoilé, hydrologie et géologie, pour faire se rencontrer les acteurs du territoire, à la fois le monde scientifique, qui est souvent senti à part alors qu'ils sont pleinement présents sur le territoire, mais également les acteurs du territoire, donc des associations, des acteurs économiques, etc. Donc pour voir effectivement avoir une connaissance de qu'est-ce qu'on a sur le territoire, permettre de se faire rencontrer ces différents
ce tourisme de la connaissance, avec pour volonté du PETR de positionner le territoire comme un laboratoire d'expérience des transitions, donc d'avoir l'appui scientifique et de pouvoir faire ce lien entre les différents acteurs. Donc, on a eu des ateliers où on a permis d'avoir des échanges avec les différents acteurs. Je termine, je vois que je suis sur le fil du rasoir, sur donc les différents acteurs pour leur permettre d'échanger et de co-construire des actions dans l'avenir. Voilà ce que je souhaitais vous présenter. Merci Marine. Et je crois que c'est un programme qui a démarré, donc il va évidemment continuer à se dérouler, je crois. Tout à fait. On a encore du temps devant nous pour pouvoir impulser de nouvelles démarches sur ces questions-là. Merci Marine pour votre témoignage qui illustre bien ce que disait Mickaël tout à l'heure et notamment l'importance de l'ingénierie d'accompagnement, de l'ingénierie notamment en l'occurrence publique territoriale qui permet justement de faire émerger des coopérations et de faire travailler des acteurs qui parfois ne se parlent pas toujours. Merci à vous. Alors pour continuer et puis pour illustrer cette fois-ci ce qui se passe en territoire ultramarin, je vais laisser la parole à Guillaume Villemot qui est délégué général de la Fondation pour le SMA, Service militaire adapté. Et donc Guillaume, c'est à vous pour présenter le SMA et ce que vous faites avec la Fondation. Merci, bonjour à toutes et à tous. Peut-être en deux mots, parce que dans l'Hexagone, les gens savent peu ou mal ce qu'est le service militaire adapté. Vous vous rappelez ce que c'est ? Le dispositif du service militaire adapté a été créé il y a 61 ans maintenant. La particularité du SMA, pour résumer, c'est de dire qu'on forme chaque année des jeunes à qui on apprend à lire, écrire, compter, conduire. Ça se réalise dans un cadre particulier puisque ce sont des jeunes qui s'engagent et qui ont un statut de jeunes militaires, puisque pour 6000 jeunes qui sont accompagnés, vous avez 1200 militaires qui les encadrent et qui les mènent dans ces missions d'apprentissage. Donc aujourd'hui, on leur apprend à lire, compter, conduire de façon globale dans l'ensemble des régiments. Et ensuite, dans chacun des régiments, vous avez en tout plus de 180 filières de formation qui sont spécifiques à chacun des territoires. C'est-à-dire que ce qu'on va apprendre en Guadeloupe n'est pas ce qu'on va apprendre en Nouvelle-Calédonie, qui ne sera pas ce qu'on apprendra non plus à Mayotte. 84% de ces jeunes sortent des régiments en sortie positive, donc soit avec une poursuite de formation, soit avec un contrat, CDD ou CDI. Mais ce que l'on a constaté depuis un certain nombre d'années, c'est que très souvent, 2-3 ans après leur passage dans les régiments, ils reviennent vers les régiments et demandent à leurs formateurs « mais vous nous aviez aidé à un moment donné pour passer mes entretiens, pour remettre à jour mon CV et aujourd'hui, je ne sais pas trop vers qui me tourner ». Et finalement, dans ces parcours qui sont souvent des parcours assez chaotiques des jeunes qui viennent dans les régiments, l'accompagnateur, le chef de filière qu'ils ont pu avoir est l'élément référent ou en tout cas le tiers de confiance vers lequel ils se tournent. Et donc, à la demande du ministère des Outre-mer, parce que le SMA est rattaché au ministère des Outre-mer, et donc les militaires sont détachés par le ministère des Armées pour agir au sein du SMA, il a été demandé de réfléchir à la création d'un objet qui pourrait permettre à la fois d'accompagner des jeunes qui ont un projet entrepreneurial ou un projet salarial et en même temps d'aller chercher des acteurs locaux ou des acteurs hexagonaux qui auraient envie de s'engager ou se réengager dans les territoires ultramarins. Donc après avoir réfléchi et de regarder quelles étaient les différentes possibilités qu'on avait à notre main, on a décidé de créer une fondation qui est une fondation abritée, qui aujourd'hui est abritée chez FAS. Le choix de FAS n'est pas anodin pour nous parce que on a fait le choix de ne s'adosser que sur des financements qui étaient des financements privés et des financements d'entreprises, en tout cas au niveau de la fondation mère qui est installée ici à Paris. Et donc on retrouvait avec FAS cette proximité avec le monde entrepreneurial et également la territorialisation. Et il est bien évident que la fondation du SMA, même si elle existe sous une forme principale avec cette fondation installée ici à Paris, on a dans chacun des territoires un relais avec une association de loi 1901 qui nous permet d'être au plus près des besoins des territoires et des acteurs locaux et surtout d'être en capacité de suivre les projets que l'on peut avoir. C'est pas nous, depuis nos bureaux rue Oudinot, qui allons pouvoir savoir si tel ou tel projet qui remonte de Guadeloupe, de Réunion ou de Nouvelle-Calédonie est un bon projet et surtout, on ne sera pas en capacité de l'accompagner correctement. Donc cette fondation aujourd'hui, elle fonctionne à 2 étages. Donc d'un côté, la fondation
appelons ça la Fondation Mère, qui a pour but d'aller collecter des fonds, d'aller distribuer les fonds et de faire rayonner la Fondation. Et d'autre part, dans chacun des territoires, on a une association, loi 1901, avec un salarié local, qui, elle, a pour but, en ayant constitué un comité de suivi, de pouvoir aller accompagner les acteurs locaux, identifier d'abord ces acteurs locaux, les accompagner et surtout les orienter vers des dispositifs existants. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, et merci Mickaël pour ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que je ne connaissais pas le PETR de la Réunion, on est présent à la Réunion, donc on voit bien qu'on a ce besoin d'aller échanger en permanence et d'aller voir ce qui se passe dans les territoires. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est aussi d'orienter les jeunes qui viennent nous voir avec un projet vers des dispositifs existants où on les accompagne, soit totalement, soit partiellement. Pour illustrer peut-être ce que l'on fait concrètement au sein de la Fondation, donc aujourd'hui on est présent physiquement dans 3 territoires que sont la Guadeloupe, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, et on est en capacité d'accompagner des projets qui viennent de l'ensemble des territoires où le SMA est présent, donc Polynésie française, Mayotte, Martinique, Guyane, et où on a cette capacité donc d'aller accompagner des projets. Je vous disais, on accompagne des projets entrepreneuriaux, des projets salariaux, on accompagne aussi de l'urgence. L'urgence, elle est souvent liée à la mobilité ou au logement. Donc typiquement, là, lors de notre dernier COMEX, on a attribué une aide au logement pour une jeune femme qui est une Guyanaise, qui a trouvé un boulot, et ça illustre parfaitement les problématiques qu'on peut avoir, qui a trouvé un boulot dans un EHPAD. La seule chose, c'est que si elle va payer son loyer, faire son dépôt de caution, acheter son lit, acheter son frigo, acheter son micro-ondes, mais elle va être forcément démarrer en situation de surendettement ou en tout cas en situation de fragilité. Et donc la Fondation, dans ces cas-là, vient pour financer le premier loyer, faire le dépôt de garantie et l'aider à s'installer. Autre exemple, on accompagne une jeune femme qui est installée en Guadeloupe et qui a un projet, là plus un projet entrepreneurial, parce qu'elle veut créer une ferme, et en l'occurrence de poules de chair et de poules pondeuses, une ferme bio. Et donc on l'aide très en amont, en mécénat de compétences, donc en réunissant autour d'elle un certain nombre d'acteurs qui sont des partenaires de la Fondation et des associations locales, que sont par exemple la BRED, que sont les experts comptables, de façon à l'aider à construire son business model, à construire son dispositif, à l'accompagner juridiquement pour voir quels sont les différents dispositifs dont qu'elle peut utiliser et qu'elle peut relayer. Et en même temps, on l'accompagne aussi sur l'aval oui, de sa création, puisqu'on a une structure qui nous accompagne qui est les stations-service, dans lequel il y a des restaurants et elle a besoin de poulet parce que c'est l'équivalent d'un Kentucky Fried Chicken. Et donc, on arrive à aller monter des partenariats transversaux. Et nous, l'intérêt aussi des acteurs locaux, c'est que autant au niveau de la Fondation Mère, on ne s'appuie pas sur des financements qui sont des financements publics ou parapublics, mais en revanche, en local, on va chercher des acteurs qui sont installés sur les différents territoires. À La Réunion, en ce moment, on réfléchit à la création d'un incubateur qui nous permet d'avoir aussi bien des acteurs comme Orange, mais aussi des acteurs locaux qu'on pourrait embarquer. On était hier cette semaine avec les CCI ultramarines, pour voir comment justement on peut développer et déployer des actions de terrain, parce que, encore une fois, et j'insiste là-dessus, et c'est ce qui fait la force du SMA, c'est que chacun des territoires est terriblement spécifique. On en a même qui ont des monnaies spécifiques. Quand on est en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, on est avec des francs pacifiques, donc avec des lois qui sont particulières. Et donc, on a ce besoin d'avoir cette granularité et cette connaissance locale qui permet de déployer nos actions sur les différents territoires. Donc, voilà un peu rapidement comment on s'implante, à qui on s'adresse. Pour finir, on s'adresse à l'ensemble des jeunes ultramarins moins de 25 ans, plus de 18 ans à peu près. Ils ne sont pas exclusivement sortis du SMA, bien au contraire. C'est pour ça qu'aussi, on met en place des actions de partenariats locaux avec des acteurs locaux pour nous sourcer des projets, que ce soit l'ADI, mais que ça peut être aussi des dispositifs au sein des territoires, des départements ou des communes ou des pays comme en Calédonie ou en Polynésie, de façon à avoir ces jeunes qu'on peut accompagner pour leur permettre de solidifier leur parcours et leur insertion professionnelle. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit dans la partie questions. J'ai vu qu'il y avait déjà des demandes pour recevoir le Vademecum. Donc de toute façon, surtout n'hésitez pas à aller sur le site de la NPP sur lequel vous trouverez déjà les 2 premiers Vademecum. Donc dès qu'il sera publié, ça sera, j'imagine, sur votre site. Mais du coup, autre question, je vous propose de lancer des questions, et notamment une pour Mickaël. C'est Vademecum, et notamment celui sur les coopérations. Il va s'adresser à qui?
Enfin, c'est pour tout le monde, c'est que pour les collectivités, c'est comment c'est pour tout. C'est à tout le monde. Très clairement, l'objectif est à tout le monde. Bien évidemment, il y a une focale en fait un peu pour les élus locaux. Néanmoins, en fait, le message porté est d'avoir une mobilisation de l'ensemble des forces et donc du coup public, privé, collectif d'habitants. Je pense à d'autres, je sais pas moi, des assemblées de sociétaires, Crédit Agricole par exemple. En fait, c'est insuffler en tout cas une appréhension, enfin une manière de faire du développement local. Et alors c'est très intéressant parce que pour ceux qui mettent en place des coopérations, et je pense que Marine pourrait nous le dire aussi, il y a vraiment un besoin de technicité pour faire ces coopérations. Donc le Vademecum peut être un outil de sensibilisation et de pédagogie dont tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait aussi permettre à chacun de ces acteurs, et notamment des collectivités, mais aussi des entreprises, à faciliter à être en coopération? Quels seraient selon vous les freins ou les difficultés ou les interrogations que certains pourraient avoir à se lancer en coopération? Marine complète, hein, n'hésite pas. Je pense avant tout c'est un état d'esprit. En fait, il y a une volonté, il y a une volonté de la part des acteurs justement à vouloir aller vers l'autre. Je pense que du coup en fait c'est pas quelque chose qui se décide, c'est pas quelque chose qui est technique. Je pense que vraiment la volonté elle est politique au-delà de l'élu. Hein. C'est une volonté, c'est une dynamique dans laquelle on s'inscrit. Si j'avais une clé, une solution miracle, je te la donnerai, Elodie, promis, mais je ne l'ai pas encore. Donc du coup, on va continuer en fait à suivre en tout cas les dynamiques qui se passent au niveau local et qu'en fait aussi de dire oui, c'est possible. En fait, oui, il est possible de coopérer, notamment quand on est un territoire, j'utilise pas petit, mais un territoire rural ou faiblement peuplé, pardon, en termes de densité population, c'est possible de travailler avec même des grands en fait. Et donc du coup, ne vous interdisez rien. Je crois que ça peut être un petit peu la chose. Les contrats de réciprocité sont un exemple, mais il y a aussi de très très belles initiatives avec des grands groupes, avec des grandes universités. Alors du coup, désolé mon côté chauvin, je parlais de Morlaix. Le pays de Morlaix travaille en fait avec l'université de Rennes et le CNRS. Et donc du coup, en fait, il est possible de travailler. Et donc, faut juste en donner la logique et en fait les moyens. Merci, Michael. Peut-être, Marine, quand on a préparé, vous disiez que pour ces coopérations, même si c'est pas simple, il y a quand même derrière une capacité à accompagner ces coopérations. Et c'est tout ce que vous disiez, ce que vous portez, vous, en interne du PETR, c'est cette technicité de la mise en œuvre, de la mise en coopération qui est nécessaire. Oui, tout à fait. Effectivement, la présence d'agents sur le territoire, de technicités qui sont présents pour aller à la rencontre des différents acteurs, leur proposer d'être présents sur des réunions parce que généralement, effectivement, on retrouve souvent les mêmes acteurs qui viennent aux réunions parce qu'il y a cette volonté. Et donc, pour aller chercher les autres acteurs et donc nuancer les propos, avoir une globalité de vision sur le territoire, la présence de technicité et d'ingénierie sur les territoires, sur différents programmes, ça permet d'avoir un lien avec les différents acteurs et de permettre de les ramener en fait sur de la concertation et avoir leur voix sur ces questions-là et avoir aussi leur vision des choses et donc permettre d'avancer sur plusieurs sujets, tout en prenant toujours en compte effectivement leurs besoins. Et donc la présence d'ingénierie sur le territoire, ça permet de connaître aussi les besoins du territoire et des différents acteurs pour leur permettre d'intervenir de manière la plus sereine possible, parce qu'on prend en compte effectivement leurs obligations et leurs nécessités sur le territoire. Est-ce que je peux permettre très justement ce qu'a dit Marine, ce qu'a soulevé tout à l'heure Charles Benoît, c'est qu'en fait il y a plusieurs formes d'ingénierie en fait, et on a dans les territoires cette ingénierie d'animation qui est absolument indispensable pour connaître l'écosystème, les réseaux d'acteurs, les ensembles des élus, les positions, etc. et qui sachent animer, parce qu'on ne s'improvise pas animateur en fait du jour au lendemain en fait. Donc faut accepter la confrontation, faut accepter au début essentiellement en fait, hein, quand
quand il y a les jeux de posture. Mais une fois qu'on inscrit en fait dans la continuité cette concertation continue qui est le préalable en fait à des coopérations ambitieuses et réussies, c'est cette ingénierie qui est indispensable. Donc arrêtons d'essayer de faire des économies sur un élément indispensable au bon fonctionnement de nos territoires. L'ingénierie du développement local et des transitions, oui, mais voilà, encore une fois, il faut la financer et n'ayons pas peur d'investir sur l'humain. Là, je peux rebondir parce que je partage totalement ce que vient de dire Michael, et c'est pour ça que dans le cadre du fonds ODD 17, que l'on a construit dans le cadre de la mission ministérielle pour accélérer les alliances entre associations, collectivités territoriales, entreprises au service des projets de territoire que décrivait tout à l'heure Michael, on a mené entre 2020 et 2022 plus d'une cinquantaine d'expérimentations où on a investi exclusivement dans cette ingénierie d'alliance et de l'animation telle que vient de le décrire Michael. Le résultat, il est flagrant, hein, ça a été évalué, quadruple évaluation. À la fin, au bout de 3 ans, le projet est 2 fois moins cher, pas parce qu'on a renié sur les éléments, mais parce qu'en fait, on a réussi à trouver des solutions complémentaires où chacun, au lieu de refaire des éléments, on peut vraiment bénéficier et se focaliser sur ce qui était vraiment sa valeur et pouvoir lui-même disposer des moyens dont il avait besoin pour pouvoir le faire. Et c'est finalement 2 fois moins cher en global. C'est-à-dire que ce coût de ne pas prendre en considération les interactions nous coûte 2 fois ce que nous coûte le coût de l'action. C'est vraiment un élément déterminant. Ça, c'était notre conviction. Et c'est ce que nous avons voulu démontrer dans le cadre de la mission ministérielle. Ça a été largement démontré. Le deuxième élément, et ce que vient de dire Michael est fondamental, c'est pourquoi c'est 3 fois plus durable dans les éléments, parce qu'on a investi dans les équipes locales. Comment on aide à monter en compétences, comment on prend les questions des menaces économiques, de quelles compétences on a besoin, comment est-ce qu'on sécurise qu'elles existent, si jamais il y a une intervention externe, comment le territoire garde la mémoire de cette intervention, la logique de la capitalisation. Et tout ça, finalement, permet d'être, là encore, au bout de 3 ans, 3 fois plus durable. C'est-à-dire que généralement, quand les ingénieries partent du territoire, finalement, si elles n'ont pas aidé le territoire à s'approprier ces compétences-là, quelque part, il faut refaire la même chose. Et puis, troisième élément, et ça, je le dis pour les investisseurs sociétaux qui pourraient nous écouter, c'est finalement des investissements qui sont relativement faibles au départ et qui ont un effet de levier énorme, que ce soit au travers du programme chef de projet d'innovation territoriale, que ce soit à travers l'émergence de PTCE, comme à Montargis, où la semaine prochaine, nous lancerons le premier contrat d'apport associatif avec droit de reprise à 10 ans sans intérêt, avec le fonds le fonds de D17, pardon. Lorsque on va avoir la fondation territoriale à Nantes, on voit bien que toute cette ingénierie-là, ça n'est pas un coût, ça n'est pas une dépense, c'est un investissement d'intérêt général. Et cet investissement d'intérêt général, finalement, il est extrêmement rentable, il est extrêmement durable, mais si on le coupe, c'est tout le lien avec les acteurs et quelque part, on repart à zéro. Et là, on repart dans ce double coût. Hein, et ça, on a pu le chiffrer. Je vous invite vraiment à regarder. Le coût de l'inefficacité de nos interactions nous coûte 2 fois le coût de l'action. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on le dise. Donc, cette ingénierie du premier kilomètre des besoins, non seulement elle est en proximité, non seulement elle est capable de capter les signaux faibles, non seulement elle est capable de mobiliser les énergies de l'intérêt général à portée de main, mais surtout, elle est capable de pouvoir avoir des réponses immédiatement opérantes, beaucoup moins chères, beaucoup plus frugales, à un moment donné où, bien évidemment, dans la réduction des ressources et la démultiplication des besoins, on a plus que jamais besoin de cette ingénierie d'intérêt général. Et ça, vraiment, j'insiste lourdement, parce qu'on vient d'avoir 3 exemples inspirants sur le sujet, et c'est pour ça que nous nous réengageons avec la Fondation des Territoires, avec la Fondation GRDF et le Rameau, dès mercredi prochain, auprès de la ministre de la Vie associative et de la Jeunesse, ainsi que du président de l'ADEME, pour dire il est évident que, il faut aider les structures à pouvoir savoir identifier la valeur de leur modèle socio-économique, quelle est la valeur des compétences mobilisées, quelle est la diversité des ressources financières dont ils disposent, quelles sont les alliances finalement qui leur permettent justement de faire leur projet. Mais il faut aussi
investir dans cette ingénierie du premier kilomètre de besoin. Et nous serons bien évidemment à côté de la NPP Territoire de Projet pour le Vadémécum et au Congrès des maires pour pouvoir valoriser cette capacité-là. Et dernier point important, pour cela, il faut aussi la connaissance. Et j'invite tous ceux qui seraient disponibles lundi soir à s'inscrire sur la conférence de l'IFMA, l'Institut français du monde associatif, sur justement la spécificité des modèles socio-économiques d'intérêt général. Comment est-ce qu'elle crée de la valeur, comment est-ce qu'elle crée de l'innovation, comment est-ce qu'elle crée de la démocratie. Ce lien entre chercheurs et praticiens est un élément absolument essentiel. Et c'est une conférence qui a lieu à Lyon, mais vous pouvez aussi la suivre en direct. Il y a déjà 700 inscrits, mais si on réussit à avoir 1000 inscrits, eh bien c'est qu'on aura démontré que non, investir dans l'ingénierie n'est pas un coût. Oui, c'est un investissement durable pour l'intérêt général. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est les 193 pays des Nations Unies en signant en 2015 l'agenda 2030 et en disant l'ODD 17, c'est comment on va inventer ensemble ce qu'aucun d'entre nous n'est capable de faire. Oui, cette ingénierie du premier kilomètre, si nous n'investissons pas, nous perdons toute capacité à assurer les transitions. C'est le premier investissement sur lequel nous devons vraiment penser et agir. Merci Charles Benoît et merci à vos témoignages. Peut-être si on peut voir comment ça se passe dans les territoires ultramarins, Guillaume, est-ce que vous, de votre casquette, et Mickaël, tu pourras bien sûr compléter, comment vous voyez ces coopérations dans ces territoires ultramarins? On en a parlé pas mal de l'Hexagone, hein, parfois de la difficulté, en tout cas de la nécessité de faire de la pédagogie et de la sensibilisation. Est-ce que dans les territoires ultramarins, ceux que vous connaissez, dans lesquels vous êtes implantés, vous y voyez les mêmes difficultés ou c'est différent? Non, je pense que les difficultés sont les mêmes. Elles sont renforcées parce que les territoires ultramarins renforcent tout. Donc on voit bien qu'il y a un besoin. Vous savez, quand vous prenez un territoire comme la Nouvelle-Calédonie, dont je reviens depuis pas très longtemps, l'étendue d'abord géographique du territoire fait que vous avez culturellement et structurellement des besoins qui ne sont absolument pas les mêmes. 80% de l'activité économique est concentrée autour de Nouméa et du Grand Nouméa. Donc quand vous êtes dans le nord de l'île, quand vous êtes dans les îles Loyauté sur le côté, vous avez des situations qui sont absolument différentes. Donc il y a ce besoin de connaissance des dispositifs qui existent, de faire travailler les gens ensemble, de rapprocher les gens. J'étais en Guadeloupe il n'y a pas longtemps et on parlait de problématiques, ce sont des problématiques liées au logement des jeunes. J'avais en face de moi des personnes qui ne connaissaient pas les dispositifs que l'État avait mis en place, du type la garantie visale. Et on voit bien que dans certains cas, et c'est ce que disait Charles Benoît à l'instant, il y a une énergie qui est perdue à essayer de réinventer des choses, et donc un argent de dingue. Donc il y a un besoin d'expliquer, il y a un besoin de rapprocher les gens, il y a un besoin de recréation de confiance. C'est-à-dire qu'au-delà, et je ne vais pas rentrer dans les discours politiques qui ne m'en regardent absolument pas et qui ne me passionnent pas, mais il y a un vrai besoin de recréation de confiance et de montrer que ces différents acteurs, que vous soyez responsable d'un territoire, d'une commune, d'un département, d'une région, vous pouvez travailler les uns avec les autres. Et ça, on le retrouve partout, mais vraiment, moi, pour l'avoir fait dans l'Hexagone et pour le faire aujourd'hui en Outre-mer, je suis frappé de voir à quel point il y a ce besoin de se dire on peut avancer ensemble et on peut dépasser les clivages que l'on peut avoir. Je reprends l'exemple de la Calédonie, qui est un territoire compliqué, qui est politiquement compliqué aujourd'hui. Remettre des gens autour de la table, et pas pour parler de situation politique, mais pour parler simplement d'activité économique, c'est pas simple. Donc il faut reprendre ce chemin-là, il faut reprendre ce bâton pour expliquer les choses, pour montrer que voilà, on peut avancer. Et il y a aussi quelque chose que moi j'ai pu faire par le passé et qui je trouve est absolument indispensable, c'est de partager les bonnes pratiques, c'est de partager les réussites, c'est de montrer, voilà, ça a fonctionné dans ce territoire-là, même si nos territoires sont différents, même si les océans ne sont pas les mêmes, mais c'est pas grave, il y a quand même des choses que l'on peut redéployer d'un territoire à un autre. Donc c'est de la confiance, de la pédagogie, énormément d'écoute, parce que si on arrive en ayant, et je pense que ça c'est une des forces du SMA, c'est-à-dire de dire chaque année, et on fait la même chose nous à la Fondation, c'est que chaque année, le SMA remet à plat sa copie de formation en disant peut-être que les besoins qu'on a imaginés de former sur telle ou telle filière sont plus les bons et il faut les remettre, et on les remet à plat et on redéfinit de nouvelles approches. Donc c'est ça, à mon sens, qu'il faut vraiment travailler pour ne pas hésiter à avoir des résultats qui sont des résultats au bénéfice du territoire, parce que l'enjeu, ils sont là. C'est des résultats et des actions qui sont au bénéfice des territoires qu'il faut développer.
Merci Guillaume. Est-ce que Mickaël, tu veux compléter par rapport à ton retour, notamment de la création du PETR à La Réunion ou ailleurs? Alors du coup, je connais pas du tout les Outre-mer, donc je pourrais pas compléter. Outre celui des Hauts-de-la Réunion, hein, et de cette prise de conscience d'une coopération absolument indispensable qui va presque, je dirais même de la survie en fait. Alors c'est ma méconnaissance qui a fait que je n'avais pas mesuré en fait l'exposition en fait de nos Outre-mer sur notamment les questions de réchauffement climatique. C'est un point en fait qu'on ne soupçonne pas. Peut-être les territoires montagnards et marines, je connais très bien Pierre Leroy également, qui est le président de ce territoire. C'est-à-dire que ce qu'on va vivre au niveau métropolitain, les zones de montagne et les outre-mer, un +4 chez nous, c'est un +8 en zone montagne et un +10 dans les outre-mer. Je ne sais pas comment on peut imaginer de pouvoir, en fait, il faut trouver des solutions ensemble pour justement pouvoir, d'une part, atténuer, et toutes nos forces, en fait, doivent aller dans ce sens-là, mais c'est surtout pouvoir aussi accompagner les habitants, parce que c'est le cœur au final, de notre action à travailler dans la sphère publique, à pouvoir s'adapter, en tout cas, à ce qui se profile. Donc, la coopération est, je crois, une ultime chance de pouvoir, en fait, surmonter les enjeux auxquels on est confronté. Juste pardon pour rebondir sur ce que vient de dire Mickaël, j'étais au congrès HLM la semaine dernière et il y avait justement un certain nombre de bailleurs sociaux qui présentaient les dynamiques qu'ils ont pu mettre en place justement pour lutter contre ce réchauffement. Et finalement, on se rendait compte que, et c'était peut-être un prisme, c'est de dire par ces expérimentations-là, qui ont déjà été mises en place pour des raisons qui sont des raisons économiques déjà et puis de qualité de vie, il y a peut-être des choses à faire. Donc moi, je pense que c'est vraiment sur ces territoires, mais comme d'autres, c'est aller chercher les bonnes pépites, aller chercher les bonnes pratiques qui existent, et puis ensuite de voir comment, à partir de là, on peut construire et écrire une nouvelle feuille de route. C'est vraiment très important ce que vous dites, parce que nous, on constate très bien dans nos travaux de recherche depuis 17 ans que c'est dans les cas les plus complexes que non seulement les alliances sont les plus profondes, les plus durables, mais aussi que l'innovation naît. C'est-à-dire que c'est dans les cas finalement du plus complexe où il faut vraiment se dépasser, où on va élargir le champ de ceux qui vont coopérer ensemble. Et là, on va voir des choses qui sont pas seulement utiles dans le cas de ces complexités-là, mais qui sont utiles pour tout le monde. Ce qu'on est en train de dire sur les territoires ultramarins par rapport à l'ensemble des territoires, on peut le dire dans le domaine de la santé, par rapport aux maladies neuromusculaires, le fait que l'AFM Téléthon se soit intéressé au plus complexe des maladies, entre parenthèses, c'est celle du muscle, c'est-à-dire celle du lien entre nos organismes, eh bien, a permis d'avoir plein d'impacts sur les maladies fréquentes. Donc, il ne faut pas considérer l'ultramarin seulement dans sa légitime fragilité que nous devons collectivement assurer pour être fidèles à nos traditions. C'est aussi là que s'inventent sans doute les solutions de demain dont nous n'avons pas encore conscience que nous devons les inventer. Et donc, il y a vraiment une capacité à inverser le regard. C'est pas par solidarité qu'il faut aller les voir, c'est aussi parce que là s'inventent des solutions plus vite, dont nous aurons besoin après et dont eux sont de façon impérieuse obligés de les inventer aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. C'est pour ça qu'il faut investir là aussi. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas qu'une question de solidarité, même si c'est aussi une question de solidarité, c'est peut-être avant tout une question d'innovation. Si je fais un parallèle par rapport à nos travaux de recherche, quand on avait regardé au début des années 2010, pourquoi les PME étaient plus en avance que les grands groupes sur la responsabilité sociétale d'entreprise. C'était pas pour répondre à du reporting ou par solidarité. C'était parce que les PME avaient bien conscience que interagir avec leur écosystème, c'est être capable d'inventer plus vite, plus loin, plus fort. Donc, on est vraiment en train de changer notre imaginaire collectif. Et je pense que ce que nous pensions fragile hier est ce qui est les éléments sur lesquels s'inventent les solutions de demain. Et donc, changeons aussi notre regard. C'est vraiment pas un regard de solidarité, c'est un regard finalement d'intérêt, d'écoute, de passion pour ce qui est en train de se passer, parce que encore une fois, c'est là que s'invente notre avenir, c'est là où c'est la France, et la France a la chance d'avoir les territoires ultramarins le plus large et d'être sur tous les continents, mais regardons cette diversité et cessons de vouloir trouver le modèle le plus performant pour regarder la chance que nous avons d'avoir une diversité de modèles. Et ça, c'est ça l'ODD 17 en pratique.
Merci Charles. Et juste pour terminer, quand même, ce changement de regard, c'est intéressant de penser aux acteurs académiques aussi qui vont aider à ce changement de regard. Et je fais un clin d'œil à Marine qui, dans Avenir Montagne, vous avez aussi intégré l'acteur scientifique et l'acteur académique dans votre programme. Ça sera très intéressant de voir ensuite quel va être leur rôle en fait. Est-ce qu'il est déjà défini ou pour l'instant c'est de l'observation, capitalisation? Alors, au sein du programme Avenir Montagne, on a un programme sur la concertation énergie, eau et biodiversité où les chercheurs sont partie prenante pour essayer de définir comment on va aller sur de la concertation sur des sujets qui tendent souvent les différents acteurs, hein, la notion de où est-ce qu'on met de l'hydroélectricité par rapport à la biodiversité, par rapport aux acteurs qui utilisent les rivières. Donc là, pour ce niveau-là, ils ont toute leur place pour essayer de voir comment on peut enclencher cette concertation pour faire en sorte qu'on n'arrive pas au bout du programme à rentrer au tribunal, mais d'avoir dès le début du projet la vision de l'ensemble des acteurs du territoire pour pouvoir avancer de concert et de manière constructive. Merci beaucoup. Oui, et Elodie, on peut peut-être rappeler que dans le jeudi de l'EDD 17 d'aujourd'hui, vous aurez le podcast du mois qui est justement sur la place des acteurs académiques. Le chroniqueur Patrick Longchamp a interviewé un certain nombre d'acteurs académiques pour justement réfléchir sur cette ODD 17 en pratique, acteurs académiques et alliances territoriales. Donc, on vous invite à le découvrir en avant-première et bien évidemment, là encore, à vous inscrire gracieusement au jeudi de l'EDD 17 puisque vous aurez aussi ce podcast dont Amélie va vous mettre en copie le lien. Passionnant podcast sur comment les acteurs académiques, justement, se mettent au service de la connaissance et de la compétence. Autrement dit, comment est-ce qu'à partir de l'approche empirique des acteurs de terrain, eh bien, on construit la recherche. Là aussi, c'est une autre forme de changement de modèle. On avait plutôt l'habitude d'avoir une recherche théorique qui allait vérifier ces modèles en pratique, de revenir à une recherche empirique qui nourrit la recherche académique. C'est vraiment un changement de modèle. Je vous invite à écouter ce podcast totalement passionnant qui est diffusé dès aujourd'hui. Merci Charles-Benoît. Alors, on a mis au fur et à mesure dans le fil questions tous les lieux ressources pour que vous puissiez aller un peu plus loin sur les dispositifs qu'on vous a présentés. En revanche, Guillaume, le SMA, il y a un site et la fondation, alors que si on veut en savoir plus sur la fondation. Alors, pour le moment, la fondation, le site, on est en mécénat de compétences, donc on a quelqu'un qui travaille dessus, il n'est pas encore ouvert. Donc, je vous laisse volontiers mon numéro de téléphone, qui est le 06 20 71 94 20, 06 20 71 94 20, et je réponds à toutes les questions. Et je reviens sur ce que disait Charles Benoît sur l'importance de l'académique. On a, nous, embarqué dès le démarrage la chaire Outre-mer avec nous, de Sciences Po, pardon, et on travaille bien avec eux sur cette logique de la mesure de l'efficacité et aussi de la mesure du coût évité. Alors, la mesure du coût évité, elle avait été calculée il y a quelques années pour le SMA, mais on a voulu, nous, aller dans le cadre de la fondation, montrer derrière et mesurer ce qui nous paraît être intellectuellement très bien, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Et pas de le faire comme c'est souvent le cas a posteriori, mais bien de l'embarquer dès le départ, parce que ça rentre aussi, nous, dans les critères d'évaluation que l'on peut avoir de nos critères pour définir qu'on va accompagner tel ou tel projet qu'on peut avoir. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça me permet de vous rappeler, si vous ne l'avez pas en tête, que le dernier webinaire de l'année, ça sera le 7 décembre et ça sera dédié aux investisseurs, comment les investisseurs se mobilisent au service des projets de territoire et bien sûr, comment les catalyseurs sont à leur côté pour faire des investissements encore plus pertinents. Voilà, ben écoutez, une question qui s'affiche peut-être avant la dernière minute. Merci. Ah ben merci, mais merci Johanna. Merci Johanna et merci à vous tous, Marine, Michael et Guillaume et Charles Benoît pour vos interventions respectives. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous. Ravi de vous retrouver le 7 décembre prochain et je vous souhaite d'ici là une très très belle journée. À bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.